I think that allowing for the book being, after all, a parody, something like 1984 could actually happen. This is the direction the world is going in at the present time. In our world, there will be no emotions except fear, rage, triumph and self-abasement. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Scopéo, l'Observatoire politique. Je suis Pierre Vitali, cofondateur de Scopéo, et je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de commencer notre série d'entrevues politiques avec M. Alexis Poulain. Je laisse maintenant la parole à Lucas da Silva, également cofondateur de Scopéo, pour qu'il pose le décor de ce podcast. Et oui, je te remercie Pierre. Bonjour à ceux qui nous écoutent et surtout bonjour à vous, Monsieur Poulain. Bonjour. Vous nous faites l'honneur aujourd'hui de nous accorder cette entrevue afin de discuter et de débattre sur un sujet brûlant d'actualité. Et donc nous allons aborder ce thème qui fait actuellement la une de tous les médias. C'est cette dérive autoritaire du gouvernement que de plus en plus d'observateurs dénoncent au quotidien de tous bords politiques. Mais avant toute chose, avant de rentrer dans le fond du débat, Monsieur Poulain, je vous laisse vous présenter brièvement pour ceux qui nous écoutent. Oui, Alexis Poulain, je suis cofondateur du média Le Monde Moderne, journaliste, éditorialiste pour RT France, mais aussi sur Sud Radio, et on m'a vu aussi sur d'autres médias. Et j'ai avant ça aussi une carrière dans la communication et la diplomatie. Très bien, je vous remercie. Alors justement, je vais rebondir sur votre fonction première, sur votre origine. Vous êtes vous-même journaliste. Et nous voudrions commencer cette discussion sur la question qui me semble le plus d'actualité. Est-ce que vous avez le sentiment quelque part que le gouvernement s'attaque à la liberté de la presse avec cette désormais fameuse loi sécurité globale? Quel est votre point de vue? Alors, selon le gouvernement, non, ils défendent toutes les libertés, y compris celles de la presse. Mais quand on commence à vouloir toucher une loi aussi fondamentale pour le cadre de la démocratie libérale qu'est la loi de 1881 sur la liberté de la presse et la liberté d'expression en général, ça pose question et c'est grave parce que la loi de sécurité globale, c'est une loi de circonstance, c'est une loi qui est là pour draguer un certain électorat, pour répondre à des attentes de syndicats policiers, mais c'est certainement pas une loi qui va cadrer, qui va faire date dans l'histoire de la République française, ou alors si elle fait date, c'est pour un fiasco justement dans la façon dont elle est extrêmement mal rédigée et extrêmement dangereuse pour les libertés, y compris la liberté de la presse, parce que aujourd'hui, les lois, le cadre du droit existe pour punir l'usage d'images de policiers sur les réseaux sociaux. Et cet article 24 était inutile. Et la loi de sécurité globale qui souhaite encadrer une surveillance totale. En fait, c'est la loi de surveillance globale avec l'usage massif de drones, avec l'usage d'algorithmes prédictifs. C'est le pire des mondes. C'est la Chine qui débarque à Paris, finalement. Tout ça en fanfare, en disant que c'est pour le bien-être des concitoyens. Donc, moi, je vois le danger immédiat de cette loi de circonstances extrêmement mal faite, extrêmement dangereuse pour nos libertés. Et je vois aussi tout l'agenda de censure qui est mis en place depuis 2017 par Emmanuel Macron, à la fois pour éloigner les médias, éviter qu'il y ait un contre-champ. On a vu la façon dont il a traité la presse avec uniquement certains journalistes accrédités lors de voyages officiels et qui étaient des journalistes qui viennent de chez Minuit Marchand et donc de la presse People. La façon dont il a voulu aussi vider la salle de presse de l'Élysée et la mettre de l'autre côté de la rue, ça ne s'est pas fait quand même. Et puis le rapport particulier qu'il a à la presse, puisqu'il ne donne quasiment jamais de conférences de presse, uniquement des interviews ou bien des grandes annonces à la nation. Donc il y a une pratique du pouvoir assez paranoïaque vis-à-vis de la presse et où la censure pointe systématiquement le bout de son nez. Et quand ce n'est pas sur les médias, c'est sur les autres moyens de communication et notamment les réseaux sociaux. On se rappelle de la loi Avia, première mouture, qui a été entièrement censurée par le Conseil constitutionnel parce qu'elle était anticonstitutionnelle. Et on voit bien qu'avec cette crise sanitaire, revient par la fenêtre cette loi Avia pour recommencer, trouver un moyen de... Alors, bien sûr, c'est pour lutter contre les discours de haine officiellement. La vraie raison, c'est installer une censure sur les réseaux sociaux et tout ça aussi au niveau européen avec un groupe de travail qui travaille sur les fake news, dont Nathalie Loiseau, par exemple, est membre, pour organiser cette censure des mains dans la main entre gouvernement
et GAFAM pour éviter que la parole soit libre et pour éviter qu'on ait une démocratie vivante. Donc moi, je suis contre tout ce qui peut atteindre nos libertés, tout ce qui peut les réduire. Et aujourd'hui, je vois une majorité dangereuse pour nos libertés. Merci, Monsieur Poulain. Peut-être pour expliquer la loi de sécurité globale que vous dénoncez, elle comprend également l'instauration, certes, de ce fameux article 24 et également le fait d'équiper la police de drones. Mais cette loi sécurité globale permet aussi d'équiper, par exemple, la ville de Paris d'une force de police municipale. Elle permet également la création d'un observatoire de la sécurité privée pour contrôler et renforcer le contrôle sur la sécurité privée qui devrait amener à se développer, notamment dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024. Et donc finalement, est-ce que vous rejetez cette loi sécurité globale dans son tout, avec l'article 24 comme moteur du rejet, ou est-ce que vous y voyez quand même des avancées ? Alors, il y a certaines avancées, évidemment, notamment sur les moyens alloués à la police municipale. Le fait qu'elle pourrait avoir accès aux fichiers de la grande délinquance pour aller plus vite plutôt que de devoir référer à un officier de police ou à la gendarmerie. Et donc ça, c'est une bonne chose. En revanche, tout ce qui est l'encadrement de la continuité du cadre sécuritaire, en fait, pour englober davantage de sécurité privée dans le maintien de l'ordre, c'est extrêmement angoissant parce que ça voudrait dire qu'on aurait petit à petit des milices privées qui feraient la loi au sein des gares, au sein des centres commerciaux, dans l'espace public finalement. On déléguerait une partie du travail alloué à la police à des agents de sécurité privés, sans aucun contrôle ou très peu, avec le danger de voir se créer de réelles milices. Donc encore une fois, c'est le manque de vision à moyen et à long terme des législateurs qui, moi, me pose question. Et puis, on voit bien que derrière, il pointe aussi le bout du nez d'un nouveau marché, celui de la sécurité privée. Donc, ce serait formidable d'avoir ce marché-là. Et d'ailleurs, Jean-Michel Fauvergue, qui est à la manœuvre sur cette loi, ne s'est pas trompé, puisqu'il a une société de formation conseil qu'il a créée avant d'être député pour former les cadres de sécurité. Encore une fois, on pourrait presque parler de conflit d'intérêts, tant il y en a beaucoup dans cette majorité La République En Marche. Et donc, on voit bien que tout devrait être soumis aux lois du marché, y compris ce qui est du domaine du régalien, c'est-à-dire la justice police, la police en l'occurrence. C'est ce que fait Jean-Michel Blanquer dans l'éducation. Il essaie de casser l'éducation pour ouvrir le marché de l'éducation au secteur privé. Et bien même dans la sécurité, sous couvert de cette loi de sécurité globale, une des choses qui n'est pas mise en avant, mais qui est réelle, c'est cette ouverture du marché de la sécurité aux acteurs du privé, avec le danger que j'énonçais à l'instant de potentielles milices privées financées par les plus offrants. Et ça, c'est encore une fois inacceptable dans une république qui a pour devise liberté, égalité, fraternité. D'accord, Monsieur Poulain. Et est-ce que vous avez évoqué la loi Avia qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous pensez justement que cette loi, que ces politiques menées par le gouvernement, elles nous font sortir progressivement à terme de l'état de droit, ou est-ce qu'elles nous font rapprocher des gouvernements qu'on aime regarder d'un mauvais œil, du côté de la Hongrie, du côté de la Pologne? Est-ce que le Conseil constitutionnel apparaît comme un dernier rempart à l'état de droit en France? Aujourd'hui, oui, Conseil d'État, Conseil constitutionnel et, dans une certaine mesure, la justice, dernier contre-pouvoir encore efficace quand on voit le peu d'État qui est fait de la vie parlementaire. La pratique d'Emmanuel Macron a poussé la Ve République, les institutions de la Ve République, dans une caricature totale avec une boursouflure exécutive où finalement le Parlement n'est qu'une chambre d'enregistrement et un poids mort bien emmerdant, excusez-moi du terme. On l'a vu avec cet article 24. Immédiatement, plutôt que de faire confiance à la navette parlementaire, l'idée était d'avoir une commission, un comité Théodule, annoncé par Jean Castex, pour réécrire l'article vite fait entre copains, et plutôt que de faire confiance aux parlementaires, tellement l'exécutif n'en a rien à faire de ce Parlement. Donc il y a un problème institutionnel en France, évidemment, c'est le fait qu'un homme ait autant de pouvoir sans contre-pouvoir
efficient, efficace. La presse devrait être un contre-pouvoir, mais depuis la loi des années 90 qui a permis aux industriels d'investir massivement dans les médias, 9 oligarques milliardaires détiennent quasiment 90% des médias français. Donc on voit bien qu'il n'y a pas là de presse indépendante qui ont un poids d'audience nécessaire pour être rééquilibré. Vous avez les instituts de sondage aussi qui créent une réalité alternative systématique où chaque week-end vous avez des sondages qui encensent Emmanuel Macron ou les ministres en disant personnalité préférée des Français, etc. et qui font oublier la réalité assez navrante de ce personnel politique qui finalement fait beaucoup de communication, très peu de politique. Donc aujourd'hui, oui, Conseil constitutionnel et justice, c'est important, nous les avons parce qu'il y a une dérive illibérale, bien sûr, d'Emmanuel Macron dans sa pratique du pouvoir, parce que finalement, tout le monde rêverait d'être un peu Poutine en son pays, de pouvoir avoir une grande démocratie, mais où tout marche, où il n'y a pas d'opposition ou très peu, et où tout va filer doux, parce que c'est le pouvoir qui est élu une fois tous les 5 ans, et ça suffit, c'est ça la démocratie. Non, la démocratie, c'est un débat permanent au sein des assemblées, c'est aussi la question du mandat aujourd'hui qui n'est pas révocatoire, du mandat qui n'est pas impératif. C'est la question des institutions, elle est extrêmement importante si on veut éviter cette dérive, parce que de la 5e, et d'ailleurs François Mitterrand l'a critiqué comme étant un coup d'État permanent, et une fois élu, il n'a rien fait pour la changer. Ensuite, on est passé du septennat au quinquennat. On a raboté davantage le travail qui avait été fait par De Gaulle et Debré pour la Constitution de la 5e. Et on arrive à un régime totalement inefficace, totalement caricatural, où voilà, vous avez des présidents élus pour 5 ans qui ne font même pas 2 mandats, avec un Parlement aux ordres qui ne sert à rien et une opposition qui est dans la rue, puisque finalement, il n'y a plus de contre-pouvoir, il n'y a plus d'opposition. Donc, il faut changer ça, parce que sinon, ça veut dire qu'on quitte effectivement les rives de la démocratie et qu'on rentre dans une autocratie rêvée par certains, puisque c'est la privatisation des institutions par une caste de pouvoir, toujours les mêmes, les hauts fonctionnaires, les énarques et j'en passe, et l'argent, donc plutocratie plutôt que démocratie. Et il est important, si on veut rééquilibrer les pouvoirs, de réécrire la façon dont ces pouvoirs se contrôlent eux-mêmes et s'autocontrôlent pour éviter la dérive actuelle qu'on a avec Emmanuel Macron. Alors justement, vous parlez de la démocratie et du fait que nous nous en éloignerions peut-être petit à petit. Cependant, on voit bien, sondage après sondage, un besoin de l'opinion publique et une demande du peuple français de plus d'autorité, de plus d'ordre quelque part. On dit souvent que le premier parti en France est le parti de l'ordre. Et vous évoquiez également la question de la justice comme garant de l'état de droit. Cependant, c'est cette même justice qui est remise en cause par de nombreuses personnes comme peut-être trop laxiste et poussant justement à ces lois comme la loi sécurité globale, notamment par exemple sur le cas des casseurs, puisque c'est justement à cette justice qu'on reproche le fait de ne pas être assez ferme contre ceux qui cassent et contre ceux qui abîment les manifestations quelque part. Et donc, cela expliquerait ce retour en force de lois comme la loi sécurité globale, comme l'article 24, mais comme peut-être la politique plus globale du gouvernement pour réaffirmer l'ordre comme besoin demandé par les Français. Oui, mais alors il faut se méfier parce qu'il y a la sécurité demandée par tous les Français qui est nécessaire et elle n'est pas assurée. Dans de nombreux quartiers aujourd'hui, on a... c'était quand même cocasse lors du confinement de voir un préfet très content d'avoir mis des amendes pour non-respect du port du masque à un point de deal parce que les gens venaient acheter leur drogue au point de deal. On est où? Donc il y a un laisser-faire volontaire parce qu'on connaît les situations inflammables et que la police manque de moyens. Ça, c'est un fait. La police manque de moyens et donc ne fait pas son travail dans de nombreux cas. On a vu, on n'en parle pas assez. Mais c'est vrai que la situation des policiers qui interviennent, qui se font caillasser avec les pompiers, etc., en embuscade, c'est intolérable. Et pourtant, ça continue, ça perdure et rien n'est fait pour que ça cesse. Alors, on peut montrer les casseurs du doigt, on peut dire qu'il y a des problèmes de manifestation. Encore une fois, qu'est-ce qui fait qu'on a des manifestations? Qu'est-ce qui fait qu'on a autant de gens dans la rue? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent aussi peu en sécurité? Parce que la sécurité, ce n'est pas une question uniquement de sécurité physique. C'est aussi avoir une certaine sérénité dans la tête sur le long terme, sur la
pérennité de l'emploi, sur l'avenir de ses enfants, sur la retraite. Or, Emmanuel Macron rend tout cet avenir extrêmement incertain, voire extrêmement sombre. Alors, on va dire que ce n'est pas que de son fait, il y a aussi le coronavirus, il y a plein de choses, mais il faut voir que sa politique, elle est là pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de droits sociaux, que l'héritage du CNR, le Conseil national de la résistance, soit liquidé pas à pas pour laisser encore une fois place au marché, place à l'argent, typiquement faire de la dette étudiante, là où les États-Unis voudraient l'annuler, cette dette étudiante, parce qu'elle devient un fardeau pour l'économie, pour la vie réelle, l'économie réelle. Donc il faut arrêter à un moment avec ces politiques qui ne sont qu'un personnel finalement issu des banques d'affaires et qui est là pour faire le relais de la finance internationale et qui n'a pique que pendre finalement d'un pays comme la France et qui ne défend pas les intérêts de concitoyens et qui ne fait pas des politiques pour protéger, pour assurer la sécurité des citoyens. Donc, organiser le désordre, c'est d'abord ce que font ces politiques avec des lois extrêmement dangereuses pour la cohésion sociale et derrière, taper sur les mécontents, c'est ce qu'ils appellent l'ordre. Non, c'est davantage de chaos, davantage de violence. Donc, la violence, elle est en cravate avant d'être dans la rue. Et c'est cette violence en cravate qu'on ne dénonce pas assez, que Jaurès dénonçait, que Hugo dénonçait. Elle est invisibilisée finalement comme étant normale. Il faut réformer ce pays un peu ringard qu'est la France, les Français qui sont des Gaulois réfractaires, qui ne comprennent rien, etc. Et cette violence-là, de ces élus en cravate qui se pensent d'ailleurs au-dessus des lois, puisque les contre-pouvoirs sont extrêmement faibles, cette violence-là, elle est celle qui crée l'insécurité réelle. Et de long terme. Et je ne minimise pas l'insécurité après du fait de la délinquance, de la criminalité, mais celle-ci, elle reste quand même assez stable année après année, même si elle explose en ce moment puisqu'il y a eu les confinements, puisque l'économie va mal, donc la criminalité augmente. Mais là encore, manque de moyens dans la police, c'est exactement comme pour l'hôpital, c'est-à-dire qu'on va dire que ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème d'organisation. Non, c'est un problème de nombre de personnes qui peuvent faire régner l'ordre, qui peuvent assurer que les Français sont en sécurité. Et ce n'est pas en continuant à mettre les gens dans la rue, à les précariser, à faire que l'emploi ne paye pas, qu'on va faire diminuer la criminalité, qu'on va faire baisser l'insécurité. Bien au contraire. Donc cette vision plus globale, elle manque systématiquement. Et la dénonciation de la violence des dirigeants, elle manque aussi des politiques néolibérales, appelons-les, telles qu'elles sont faites aujourd'hui. On se retrouve après à prendre un pays en exemple comme les États-Unis, qui est un pays qui était au bord du gouffre lors de l'affaire George Floyd, où les gens sont travailleurs pauvres avec plusieurs métiers, où on voit bien que là, ce n'est pas souhaitable quand on a eu une sécurité, quand on a une sécurité sociale, quand on a eu le CNR, quand on a réussi à mettre en place une solidarité nationale qui fonctionne. Parce qu'il faut rappeler que la dette sociale n'en est pas une. On la joue maintenant sur les marchés, mais on pourrait tout à fait la combler avec une politique fiscale juste. Or, ce n'est pas du tout la voie qui est prise depuis des années, peu importe la couleur du président qui est mis à la place du prédécesseur, etc. On continue à faire de l'Europe, à faire de la finance internationale, à faire de la dette et à casser les droits sociaux. Je crois qu'il est là le problème fondamental. C'est cette insécurité-là plutôt que l'insécurité de la rue, même si, encore une fois, je ne la minimise pas, elle est réelle. Mais alors, donnons les moyens à la police et pas seulement des drones. Donnons des gens formés qui vont pouvoir aller, redonnons une police de proximité. Et là, on parlera de sécurité réelle. Je vais rebondir ce que vous dites parce que là, dans votre propos, vous dénoncez quelque part la violence d'État, en fait, finalement, la violence qui émanerait des pouvoirs publics. Et on a quand même vu, il y a 2 ans, on l'oublie un petit peu à cause de la crise sanitaire qu'on traverse, on a eu ce mouvement historique des Gilets jaunes. On n'a pas eu de mouvement social aussi fort, aussi contestataire depuis mai 68. Et est-ce que pour vous, ce mouvement social, il révélait, bon, évidemment, il révélait déjà une grande fracture dans la société française, mais est-ce qu'il constitue une sorte de rupture dans l'autoritarisme que vous dénoncez du gouvernement? Je pense notamment à Emmanuel Todd qui évoquait vraiment une rupture dans la méthode de la police, dans les méthodes qui sont données pour faire régner l'ordre et pour justement que les manifestations ne soient pas pacifiques. Est-ce que vous pensez que ce mouvement social des Gilets jaunes a constitué une rupture? Oui, parce que pour une fois, les locataires de passage dans les palais dorés de la République ont eu peur. C'est eux qui ont eu peur pour leur sécurité. Quand il y a eu la prise de l'Arc de Triomphe, les premières manifestations, le flottement au bord de l'Élysée,
ils ont compris que finalement, il suffisait de quelques dizaines de milliers de personnes de plus et là, on aurait eu une scène peut-être comme le Fenwick dans le ministère de Benjamin Griveaux, mais à l'Élysée. Donc, ils ont eu peur. Et on voit les vidéos des mines déconfites d'Édouard Philippe avec Christophe Castaner qui a l'air d'un chien battu au PC de commandement qui sont comme ça après l'Arc de Triomphe. Et la réponse a été, comme ils ont été blessés dans leur orgueil, la réponse a été une violence sans nom. Et oui, la façon dont les manifestations de Gilets jaunes ont été traitées, on peut parler d'une répression d'État, on peut parler d'une terreur d'État, parce que ce n'est pas normal dans une démocratie comme la France, quand on manifeste pacifiquement pour beaucoup de manifestants. La plupart des gens qui ont perdu un œil, et c'est pour la vie, c'est pas seulement pour le mouvement des Gilets jaunes ou parce que Emmanuel Macron était président, étaient pacifiques. Ils étaient visés sciemment dans la tête par la police. L'IGPN a enterré quasiment toutes les enquêtes. Il y a eu plus de 2000 blessés, certains qui sont maintenant en incapacité à vie, qui sont handicapés à vie. Il y a eu des gens qui ont perdu des mains à cause de ces grenades de désencerclement extrêmement dangereuses. La France s'est équipée massivement d'armes de guerre, lanceurs de balles de défense, fusils mitrailleurs, grenades GLI F4, etc. Et elle les a utilisées de manière massive et de manière catastrophique compte tenu du nombre de blessés. Moi, j'étais scandalisé de voir la façon dont étaient maltraités les manifestants. Alors, on mettait toujours en miroir la violence des casseurs, donc il fallait répondre, etc. C'est faux, puisqu'encore une fois, la plupart des blessés étaient des manifestants pacifiques. Et il y a des images terribles. À Bordeaux, ce manifestant gilet jaune qui s'en va, qui est de dos et qui est visé dans la tête par un groupe de policiers qui, ensuite, conscients de ce qu'ils ont fait, essayent d'enlever les preuves et de s'en aller. Donc cette répression d'État a été couverte en plus haut lieu par les préfets, mais aussi par Emmanuel Macron, qui, rappelez-vous, donnait des leçons à Geneviève Leguet lorsqu'elle s'était fait bousculer, fracture du crâne par une charge de police depuis jugée bien trop violente. Lui disait, quand on est fragile, on ne se met pas dans des situations comme ça en allant dans des endroits où les manifestations ne sont pas autorisées. Voilà les paroles qu'avait le chef de l'État. Il ne voulait pas entendre les mots de violence policière ou de répression, puisqu'on n'utilise pas ça dans le cadre d'un état de droit. Or, c'est bien ce qui s'est passé. Donc, on peut se poser la question du fait de savoir si ce régime, ce moment de la Ve République macroniste est encore un état de droit. Parce que ces 2 ans de répression violente, ultra-violente, couverte par la hiérarchie policière et par l'IGPN, sont une indignité. Une indignité pour tout le pays, pas seulement pour ceux qui les ont organisés, mais aussi pour... moi, j'étais un des rares en plateau à être scandalisé, à dénoncer ces violences, à parler des barbares dans la police, à parler de la façon dont cette violence était inacceptable. Enfin, on parle d'humains qui sont mutilés à vie pour avoir manifesté pour des idées politiques. Et personne dans la classe journalistique autorisée n'avait l'air plus choqué que ça. C'était juste, bon, ben voilà, il faut dire que les Gilets jaunes, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Ben non, c'est encore une fois des manifestants qui étaient pacifiques. Et puis, oui, il y a de quoi être excité quand on n'est jamais entendu. Et donc, à la répression, a été ensuite ajouté la couche, le glaçage de communication politique avec ce grand débat qui a servi de campagne pour La République En Marche pour les européennes, où Emmanuel Macron a monopoliser la parole. Il l'a volée à ceux qui la voulaient, justement. Et tous les cahiers de doléances qui avaient été organisés par les maires avec les Gilets jaunes dorment aujourd'hui dans les caves de la Bibliothèque nationale de France. Ils n'ont pas été consultés, ils n'ont pas été ouverts. Et quand on a eu le rendu de cette consultation nationale, on a eu droit à une conférence de presse d'Emmanuel Macron qui avait choisi quelques thèmes pour dire « c'est super, vous ne m'avez pas compris, mais ce n'est pas grave, je continue la réforme des retraites, je ne vous ai pas entendu, je m'en fous. Et puis si vous recommencez, on vous crèvera l'autre œil. » C'est inacceptable. Ce moment que nous vivons aujourd'hui dans la Ve politique, je ne comprends pas qu'on puisse le tolérer et qu'il n'y ait pas une opposition beaucoup plus farouche par rapport au danger que représente Emmanuel Macron pour nous tous. Mais selon vous, qu'est-ce que ça révèle en fait finalement cette défiance c'est même plus une défiance, c'est presque des conflits qu'on voit à chaque manifestation qui s'instaurent entre les forces de l'ordre d'un côté et le peuple français de l'autre, comme s'il y avait 2 camps qui s'affrontaient. Qu'est-ce que ça révèle de notre pays et comment vous pouvez imaginer une sorte de réconciliation entre ces 2 camps qui apparaissent? La réconciliation, elle se fera pas par l'humanisme. Il faut à un moment comprendre que derrière l'uniforme, il y a des êtres humains, que derrière le gilet jaune, il y a des êtres humains et qu'on ne se traite pas comme ça quand on est
euh, quand on est civilisé. Quand on est humaniste, quand on est à un moment, on ne se fait pas la guerre. Cette guerre, d'ailleurs, elle est la preuve qu'on a quitté aussi le rivage de la lutte des classes d'une certaine façon, qu'il va falloir rattacher les wagons si on veut parler de macro-politique, mais c'est des gens qui sont tous dans le même bateau. Les policiers sont extrêmement maltraités. Alors, ils sont mieux traités que les autres puisqu'ils arrivent à avoir peut-être la retraite plus tôt, plus de salaire, etc. Mais quand même, ils ont des conditions de travail extrêmement difficiles. Ils sont traités, envoyés tous les week-ends, etc. pour protéger quelques-uns qui font les lois d'insécurité et les lois de casse globales. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas davantage finalement d'intelligence de classe en disant pourquoi on ne se parle pas, pourquoi il n'y a pas là quelque chose de l'ordre d'une révolution citoyenne, si on peut parler ça comme ça, en disant que oui, si on veut parler du peuple, alors c'est le grand inconnu, hein, il n'y a pas un peuple, il y a des peuples, mais il y a quand même la classe possédante, les rentiers, et la classe de ceux qui n'ont rien, et de moins en moins. Et on voit bien que le mirage des Trente Glorieuses est en train de se refermer, et la classe moyenne, qui a pu croire un moment appartenir à la classe supérieure, coûte trop cher, et c'est le mouvement des Gilets jaunes. C'est cette classe moyenne qui sent venir la précarisation, le déclassement, et pour soi et pour ses enfants. Mais il y avait beaucoup de retraités lors de ces manifestations qui étaient là pour leurs enfants et leurs petits-enfants en disant c'est pas normal qu'on en soit là, et que moi j'ai parlé à des gens qui étaient là parce que leurs enfants faisaient des études, ne trouvaient pas de travail, qu'eux, ils se disent, c'est pas normal, moi j'ai eu un boulot, j'ai eu la retraite à 60 ans, et là, qu'est-ce que vont avoir mes enfants? Donc, elle est là, la politique. Et elle se faisait dans la rue parce que trop peu de partis sont maintenant capables de faire de la politique populaire. Donc, les Gilets jaunes se sont organisés avec les assemblées populaires, avec la volonté du RIC, avec aussi une vraie réflexion sur la démocratie. Comment réinjecter de la démocratie dans une démocratie d'opérette qui est devenue une plutocratie, une oligarchie où quelques-uns, c'est pas nouveau, hein, Maurice Thorez dénonçait les 300 familles lors du Front populaire. Les 300 familles, elles sont toujours là, c'est pas forcément les mêmes, mais c'est à peu près 300 fortunes qui effectivement font la France, décident de qui va être le candidat qui va gagner, et puis ça suffit. Et puis après, toutes les politiques sont faites en direction des possédants et jamais, trop rarement en direction de ceux qui n'ont rien, malgré ce qu'essayent de défendre sur les plateaux de télé les responsables de la majorité en disant qu'ils font des lois sociales formidables et qu'ils sont incompris. Non, je crois que les inégalités explosent, qu'il n'y a pas de volonté de justice fiscale, et que loin d'essayer de rapprocher les populations, on les divise, et c'est la police qui fait le sale boulot et qui ne comprend pas que ce boulot-là les dessert autant que ceux qui sont dans la rue. Et c'est malheureux de voir ça, mais je pense qu'il y aura peut-être un changement générationnel, une prise de conscience, déjà dans la prise de conscience de système de crise permanente qu'est le capitalisme, qui arrive quand même à un terme évident, crise sanitaire, crise écologique, crise sociale, crise économique permanente. Donc pourquoi continuer dans un système de crise permanente quand on est autant de perdants et si peu de gagnants? Donc il est important, je pense, de relire Marx ou d'autres, mais d'avoir une vision historique de la politique pour comprendre que le mouvement classique de lutte des classes est bien présent, extrêmement présent, et qu'on est en train, sous couvert de progressisme, de retourner au XIXe siècle. Alors, vous évoquez le fait que la police fasse justement le sale boulot. Et c'est vrai qu'il convient de rappeler que tous les ans, on assiste à 6 000, voire à 7 000 policiers qui sont blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Et vous évoquiez également cette cassure qu'on a pu voir lors du mouvement des Gilets jaunes, et donc des violences qui ont pu en découler. Mais on voit également que dans la société française, les violences sont contre la police, mais également contre les pompiers, contre les professeurs, voire même contre des médecins ou des infirmiers. Et donc, il est difficile d'imputer la seule responsabilité des violences au comportement de certains policiers. Alors, dès lors, est-ce qu'il n'y aurait pas un phénomène plus global de refus de l'autorité dans notre pays? Et finalement, est-ce qu'on n'assiste pas à une délégitimation du pouvoir politique dans notre pays? Oui, alors cette délégitimation, elle est double. Elle est d'abord parce qu'il y a un problème effectivement du respect de l'autorité, parce que toutes les autorités ont été sapées à la base.
Et commençons par l'autorité du professeur dans sa salle de classe. On a fait rentrer les parents d'élèves, on a essayé de dire que noter, ce n'était pas forcément bien, on a pris les profs finalement pour des gens qui étaient là pour assurer un service, mais pas pour éveiller des futurs citoyens émancipés par le savoir. Non, on a traité les professeurs comme des responsables de garderie, avec le niveau scolaire qui a baissé, etc. Donc oui, déjà, l'autorité première est importante quand elle est nécessaire. Elle doit être respectée pour ce qu'elle vous apporte. Or, aujourd'hui, on a des autorités qui sont quand même assez caricaturales, avec une parole politique complètement délégitimée. Ceux qui sont au pouvoir mentent, mais ils mentent maintenant de manière extrêmement vulgaire. C'est assez obscène de les voir mentir d'ailleurs dans cette crise du coronavirus. Rappelons ne serait-ce que le sketch des masques. Les masques, c'était totalement bidon, ça ne servait à rien. Sibeth Ndiaye rigolait en plateau, la porte-parole du gouvernement, en disant « Ah, mais n'importe quoi, des masques !» Tout ça parce qu'il n'y en avait pas. Et dès qu'on en a, il faut mettre le masque partout, tout le temps, dehors. On est le seul pays à avoir le masque H24, quasiment dehors, tout le temps, y compris les enfants de 6 ans. Donc, comment voulez-vous croire la parole du politique quand elle est à ce point vide de tout sens? Elle n'est que mensonge, manipulation et communication, propagande. Donc, aucune raison de croire à l'autorité politique. Et puis, les autres autorités, comme je vous le disais, elles ont été sapées dans leur pratique de l'autorité, ce qui fait que, oui, c'est compliqué de travailler sur cette base-là. Mais je crois que les médecins sont encore respectés, même si on a vu les scientifiques se crêper le chignon. On sait très bien, le travail des soignants était extrêmement respecté pour ce qu'ils ont fait. C'est pareil pour les pompiers, même s'il y a eu un procès là pour viol collectif, et on se dit que quand même, il y a aussi quelques éléments un peu foireux chez les pompiers. Il faudrait nettoyer une institution comme celle-là. La police est aussi majoritairement respectée, je pense, par la population. Malgré ce qu'on a vu, les gens sont conscients que la plupart des policiers font un travail exemplaire et un travail difficile, je le redis encore une fois, qui est justement de scoltiner à la violence de manière quotidienne. Rappelons le nombre de suicides dans la police. Je crois que Gérald Darmanin n'a pas eu de mot particulier sur ce malaise dans la police, pas plus que Christophe Castaner, pas plus que les autres. Donc la violence est partout, le non-respect des autorités, il est partout, mais il faudrait que les autorités, pour être respectées, soient exemplaires, qu'elles apportent quelque chose, comme le professeur dans sa classe qui apporte le savoir. Or aujourd'hui, les autorités, elles sont au pire ridicule, au mieux sans incidence sur la vie de tous les jours. Et on voit bien qu'on est dans une ressucée d'ancien régime. Quand vous avez eu l'affaire des homards de François de Rugy, le pauvre François de Rugy qui ne comprenait pas ce qu'on lui reprochait, puisque lui n'avait mangé que ce qu'on lui proposait à la cantine, enfin pas à la cantine, mais en tant que grand chambellan de l'Assemblée, il avait le droit à être traité comme un prince. Enfin, il n'y a qu'en France que les ministres et les uns et les autres sont traités comme des nobles de Louis XIV. Dans les autres pays européens, quand vous êtes politique, c'est un sale boulot. Vous n'êtes pas forcément mieux traité que les autres. Merkel fait ses courses au supermarché du coin. Et moi, quand je bossais justement pour les Anglais à l'ambassade de Grande-Bretagne, les Anglais, les ministres anglais qui passaient voir leurs homologues français ne comprenaient pas. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'il y a dans votre pays? Pourquoi les politiques ils sont aussi bronzés, ils sont tout le temps maquillés, ils font du cinéma, c'est quoi? Et c'est vrai que quand vous voyez Tony Blair qui était blanc comme un linge et Chirac qui était grand, tout bronzé, avec Villepin, tout pareil, on se dit, ouais, ils ne font pas le même métier. Donc à un moment, qu'est-ce qu'on veut aussi? Quelle exemplarité on attend de ceux qui sont l'autorité, qui incarnent l'autorité quand ils nous jouent une mauvaise opérette de 1787? Très bien, vous avez évoqué un petit peu la crise du Covid. C'est vrai qu'on a beaucoup abordé jusqu'ici les violences policières, les manifestations, les gilets jaunes, l'article 24, la loi sécurité globale. Mais on a aussi cette crise que nous vivons depuis bientôt 1 an. Et est-ce que pour vous, c'est un prétexte idéal pour rogner de nombreuses libertés fondamentales? Et ensuite, comment jugez-vous la réaction des Français face à ces mesures radicales? Est-ce que vous pensez qu'elle est trop froide? Est-ce que vous pensez que les Français ne réagissent pas assez à ces libertés fondamentales qui nous sont peu à peu retirées et qui nous sont retirées pour un temps indéterminé à chaque fois? Oui, on a un peu l'impression d'une expérience de 1000 grammes géante, voir jusqu'où on peut pousser l'acceptation des populations vers des mesures liberticides et totalement loufoques.
moi, je n'ai pas compris quand on a accepté que les commerces ferment et puis que les produits qui n'étaient pas essentiels devaient aussi être non accessibles dans les supermarchés. Donc, on fermait des rayons entiers en disant non, vous ne pourrez pas acheter de chaussettes si votre enfant a plus de 18 mois. Comment pouvait-on accepter une chose pareille? On l'a accepté. Mais il y a des commerçants qui en sont morts ou qui vont mourir, qui vont fermer boutique. Et comment on peut accepter aussi d'être traités de cette façon-là, comme des enfants, avec une application bidon qui a coûté des millions aux contribuables, qui ne sert à rien, Stop Covid, et qu'il faudrait télécharger parce que c'est bien. Mais c'est scandaleux. Cette gestion de crise, en fait, a montré à la fois la nullité du personnel politique qui n'est pas fait en fait pour gérer un pays, qui est là pour simplement gérer des dérégulations, des lois qui vont être bénéfiques à la finance internationale. Mais quand vous avez besoin de quelqu'un qui est là pour défendre un pays, pour défendre ses citoyens, il n'y a plus personne. Ces gens-là ne pensent qu'à leur carrière personnelle, leur reconversion dans le privé au sein des lobbyistes qui les ont mis à leur place. Et c'est bien tout le problème, c'est qu'on n'a plus le personnel politique qu'il faudrait, en fait, pour ces temps difficiles de crise perpétuelle et où il faut taper sur la table. Il faut arrêter la folie dans laquelle on nous installe. Or, cette folie-là, qui a été assumé par le politique, avec des ordres contradictoires toutes les semaines, avec ces histoires de confinement, déconfinement totalement ratées, avec ces dates qu'on nous donne, la façon dont on parle aux gens, un président de la République qui est là à rappeler les gestes barrières lors d'adresse à la nation, un conseil de défense pour savoir si on va pouvoir acheter des sapins de Noël à Noël, et tout ça qui, pour moi, est à la fois fou, ridicule et inacceptable, qui a été accepté par les Français dans une apathie inquiétante. Toujours le problème de la majorité silencieuse. Vous me dire, on est très peu finalement à se rendre compte de la supercherie. Je ne dis pas que le virus n'existe pas. Le virus existe, il est extrêmement virulent, il est extrêmement dangereux pour certaines catégories de personnes. Pour beaucoup d'autres, c'est un virus qui ne conduit pas à la mort, qui affaiblit, certes, mais encore une fois, on a flingué l'économie, on a essayé de voir comment on pouvait contrôler les populations, on les a empêchées de sortir de chez elles, on a mis en prison des populations entières pour ce fameux virus qui n'est pas si mortel. Alors oui, il tue, mais bien moins que d'autres. Alors est-ce que c'est une répétition générale avant un autre virus qui va arriver et qui sera bien plus terrible? Est-ce que c'est pour nous habituer à ne plus jamais sortir, à ne plus jamais faire la fête, à télétravailler et à être encore plus atomisé, donc la surveillance totale, ou est-ce que c'est pour voir l'acceptation des populations à des mesures liberticides et jusqu'où on va pouvoir pousser ces règles-là? C'est scandaleux, c'est proprement scandaleux. Cette gestion sanitaire, en Europe particulièrement, a été lamentable. En France, pire qu'ailleurs, parce qu'on a les pires chiffres, contrairement à ce que dit Jean Castex, avec des chiffres en plus qui viennent des autorités de santé qui sont plus que discutables, à la fois sur les taux de mortalité, mais aussi sur la façon dont ont été faits les dépistages. En fait, les chiffres gonflent et dégonflent à la demande finalement de ce qu'il faut faire. Donc là, il faut dégonfler parce qu'il y a Noël, et puis après Noël, on va regonfler pour dire qu'il faut peut-être rester encore un peu chez soi. Encore une fois, comment on peut y croire? C'est quelque chose qui rend et quand vous êtes raisonnable et que vous dites mais attendez, c'est quand même n'importe quoi ce qui se passe, vous êtes montré du doigt comme étant un complotiste par ceux qui organisent cette folie générale. Et personne ne veut redescendre d'un cran. C'est-à-dire que là, on va nous proposer des vaccins avec une technologie qui n'a jamais été utilisée sur l'homme, qui ont été accélérés pour pouvoir être mis sur le marché le plus rapidement possible, l'ARN messager, et on applaudit des deux bras en disant c'est génial, c'est nobélisable, la science avance, c'est superbe, mais on n'a pas le retour de ce que ça va faire dans plusieurs générations, ou bien quand on va vacciner des millions de personnes plutôt que les 30 000 volontaires qui se sont pris le produit dans le bras. Et quand on entend aujourd'hui, on n'a aucune donnée médicale sur ces vaccins puisque les études médicales n'ont pas été publiées, c'est uniquement par conférence de presse, communiqué de presse que les grands labos ont communiqué sur leurs vaccins pour faire gonfler, bien entendu, les actions et la bourse. Et pourtant, les autorités de santé vont autoriser ces vaccins sans même se poser la question de la réalité, de l'efficacité de ces vaccins, puisque un patron de labo disait qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de certitude sur le fait que le vaccin allait pouvoir stopper la contamination. Si vous êtes vacciné, vous êtes toujours contaminant.
Donc, à quoi sert le vaccin? Alors, ça sert à avoir une forme atténuée du virus, ce qui est déjà le cas pour de nombreux asymptomatiques ou de gens qui ont ce virus de manière atténuée. Donc, à quoi servent ces vaccins? Sont-ils efficaces? Aujourd'hui, on n'a pas la réponse. On a simplement des labos qui affirment que leurs vaccins sont super efficaces, avec des gens qui gèrent des autorités de santé, qui sans doute plein de qualités, qui vont les mettre sur le marché. Mais l'autorité de santé, encore une fois, c'est elle qui, en Europe, a poussé pour qu'on utilise le remdesivir, qui est aujourd'hui un médicament jugé dangereux dans le traitement du Covid. Et tout ça parce que Gilead a fait un lobbying intensif. Il faut savoir qu'entre juillet et octobre, la commissaire européenne à la santé a eu un rendez-vous téléphonique par mois avec Gilead, en one-to-one. On ne sait pas ce qui s'est dit. C'est sur son carnet de rendez-vous. Donc, quand on a ce lobbying des labos auprès des décideurs qui ne sont même pas élus, un commissaire européen donc n'a aucun suffrage pour être là où il est, on peut se poser la question de comment on nous gouverne, de qu'est-ce qu'on nous demande de faire, pourquoi on n'a pas de transparence. Et encore une fois, que fait Emmanuel Macron? Il joue au bonneteau, il parle d'un comité qui va assurer la transparence de la vaccination et des vaccins, comité qu'il va créer avec un casting dont on ne sait d'où il sort. Non, il y a un truc qui s'appelle l'Assemblée nationale, il y a un truc qui s'appelle le droit à avoir accès aux documents administratifs. Demandons, si on était dans une démocratie fonctionnelle, demandons à avoir accès aux contrats qui sont passés entre les laboratoires et les autorités. Qu'est-ce qu'il y a dans ces contrats? Et puis demandons des contre-expertises, puisqu'on peut se poser des questions sur les compétences des autorités de santé quand elles mettent sur le marché un remdesivir qui, vendu par Gilead, à l'époque, Gilead savait que son médicament ne servait à rien. Et il coûtait beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il était. Encore une fois, quelques lanceurs d'alerte l'avaient dit. On leur riait au nez, comme on s'est foutu de la gueule de beaucoup de défenseurs de l'hydroxychloroquine en disant que ça ne fonctionnait pas, etc. Parce qu'on a arrêté les études pour bien prouver que ça ne fonctionnait pas. Parce que si jamais ça fonctionnait, ça embêtait les labos. Donc ce jeu de lobbying intensif où finalement le pouvoir démocratique n'existe plus, moi, me pose question, et l'apathie de mes concitoyens me pose question aussi. Je ne trouve pas normal qu'on accepte ce qu'on nous impose aujourd'hui. C'est totalement inacceptable. Quand les grandes surfaces fermaient, quand les commerçants fermaient, je n'ai pas compris que les gens obéissent. Finalement, on est bien élevé, on obéit en pensant faire la bonne chose. Parfois, je crois que c'est la résistance. Parfois, alors évidemment, on n'est pas en période de guerre ou quoi que ce soit, mais c'est la désobéissance civile. C'est aussi un moment faire marcher sa tête et se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche. Et là, il y a clairement un truc qui cloche. Merci. Vous parliez du fameux Conseil de défense qui a été de nombreuses fois critiqué pour un manque de transparence finalement, défendu par d'autres comme une façon de gérer la crise. Mais est-ce que finalement, si on peut débattre sur les questions de fond liées à l'autoritarisme, car peut-être défendu par les citoyens, mais est-ce qu'on ne peut pas voir également un problème lié à la forme et à la façon de gouverner de ce nouveau monde? Comme cela fut dénoncé par de nombreux corps intermédiaires, finalement, que ce soit l'amateurisme assumé de la République en marche, ou alors les nouvelles méthodes issues du monde de l'entreprise, est-ce que tout cela ne vient pas finalement percuter et bouleverser les méthodes de gouvernement et de concertation politique traditionnelles de l'ancien monde? Alors, il y a encore une fois, je parlais de paranoïa, clairement une pratique bunkérisée, paranoïaque du pouvoir. Le Conseil de défense permet de mettre sous le sceau du secret défense tout ce qui s'est dit dans ces conseils de défense. Donc, quand la justice va faire son travail et enquêter sur ce moment de folie qui s'est emparé de nos sociétés pour dire mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils ont fait ça? Eh bien, tout ce qu'aura dit Emmanuel Macron, son Premier ministre et les autres sera placé sous le sceau du secret défense. Donc, les juges n'y auront pas accès. Donc, ça permettra d'éviter la justice pour ces gens-là, puisque une grande partie de ce qui est décidé par ces gens-là au pouvoir, c'est d'éviter d'être responsable, c'est désengager leurs responsabilités et dire j'ai fait tout ce qu'il fallait pour ne pas, devant la justice quand elle arrivera, être responsable. 80% de l'énergie politique des politiques en place était liée à le désengagement de leurs responsabilités et les 20% restants étaient à la communication publique pour faire croire qu'ils étaient des capitaines de vaisseaux courageux dans la tempête. Non, ils étaient juste totalement largués, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ils ont fait à peu près n'importe quoi, et donc en faisant n'importe quoi, ils assuraient une déresponsabilisation en disant c'est vous les Français qui faites n'importe quoi, qui êtes responsables. Mais oui, mais c'est eux les scientifiques qui m'ont dit qu'il ne fallait pas mettre le masque à l'époque, c'est pas moi je ne savais pas, c'est vraiment eux. Donc à un moment,
Quand on cherche à être élu, quand on cherche à être ministre, quand on cherche à être président, on est responsable. On accepte cette responsabilité. Et on accepte, oui, de faire des choix difficiles et de les assumer. Le Conseil de défense, c'est simplement, encore une fois, ne pas assumer sa responsabilité, celle d'être le président d'un pays. C'est d'éviter la transparence et d'éviter la responsabilité. C'est encore une fois inacceptable dans une démocratie qui fonctionne. On doit rendre des comptes. Emmanuel Macron a été élu. Il ne rend plus de compte. Et il faudra attendre, comme je le dis, le travail de la justice, qui sera dans longtemps, qui sera extrêmement long. Regardez, il y a un président en ce moment qui est devant les juges, Nicolas Sarkozy. Il a fallu des années pour réouvrir les dossiers de financement libyen, mais aussi d'autres dossiers d'associations de malfaiteurs qu'il a pu faire avec les siens à des fins de financement de campagne. Et le simple fait d'être président de la République, l'immunité fait que c'est très long. Et là, Emmanuel Macron en rajoute une couche avec le secret défense et l'assurance de ne pas rendre de compte quand il ne sera plus président et qu'il faudra qu'il réponde de ce moment de folie qu'il nous a imposé. Et ça, je trouve que c'est grave, que, encore une fois, c'est inacceptable dans une démocratie fonctionnelle, mais visiblement, la France, les Français s'accommodent de cette fausse démocratie où on les traite comme des enfants et où on les maltraite, surtout comme des enfants maltraités. Alors, en guise de mots de la fin, pour avoir une approche un peu plus globale des forces politiques qui sont en jeu actuellement en France, tout d'abord, je vais vous demander comment qualifieriez-vous Emmanuel Macron sur un spectre politique libéral, autoritaire, socialiste, et pourquoi? Et ensuite, comment vous voyez les perspectives d'apaisement? Est-ce que vous arrivez à imaginer une force politique capable de réconcilier les Français, notamment pour l'échéance de 2022? Et est-ce qu'on se dirige peut-être vers une nouvelle confrontation un peu caricaturale entre un Macron d'un côté et un Le Pen de l'autre, entre les mondialistes et les nationalistes? Est-ce qu'on va avoir à nouveau cette opposition ou doit-il y avoir un retour du clivage gauche-droite afin d'éviter le flou qu'entretient volontairement Emmanuel Macron? Ouais, je crois qu'Emmanuel Macron n'entretient plus le flou. Il est un président de droite autoritaire et réactionnaire. Même s'il a fait quelques lois sociétales pour donner des gages sur sa gauche. Mais aujourd'hui, moi, je ne comprends pas ceux qui, issus du PS, sont dans cette majorité sans se poser de questions, puisque la dérive ou le fait qu'Emmanuel Macron ait assumé son virage réactionnaire est total. Et donc, c'est clair, il est, alors, il est à l'instant où je parle, cette personne-là, mais il est surtout un formidable opportuniste. C'est-à-dire qu'il va changer de costume en fonction de la température de l'opinion publique. Il est là pour surfer sur les tendances qui vont lui permettre de donner des gages suffisants pour compter les points et se retrouver effectivement au deuxième tour ou reprendre quelques points dans les sondages. Et c'est là où il est dangereux parce qu'il n'a aucune colonne idéologique, si ce n'est celle du mondialisme et de l'école de Chicago. Mais à part ça, politiquement, il est nulle part. Et c'est bien le danger de ce président caméléon qui est capable du pire, comme on l'a vu. Pour ce qui est de rassembler les Français, c'est extrêmement compliqué puisque le pays est divisé, il l'a toujours été, mais c'est devenu bien visible. Les Gilets jaunes ont quand même mis sur la table ces divisions entre les zones désertées, périurbaines, rurales et les villes. C'est le cas des votes encore aujourd'hui, de la façon dont on envisage l'écologie. Pour certains, elle est punitive, pour d'autres, c'est normal. C'est tout le problème, en fait, de trouver qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui rassembler les Français. Je crois qu'il y a une chose qui les rassemble, c'est la défense de leurs intérêts. Et la défense quand même du pays, de ce qu'est l'idéal français. Donc, il y aura, je pense, pour 2022, un pôle souverainiste important. On reparle de 2005, de ce référendum volé. On se pose la question de l'utilité de l'Europe, qui a été finalement totalement inutile dans la crise du Covid, incapable de gérer les frontières, incapable de gérer les protocoles sanitaires d'un pays à l'autre, qui a fait de la communication, voilà, et puis qui est maintenant, et c'est important de le dénoncer, la commission est simplement un outil où les lobbies vont faire leur shopping, quoi, en disant faites-moi des lois, achetez mes médicaments, faites un truc, sans aucun contrôle démocratique. Donc c'est extrêmement grave.
Donc oui, il y a cette question-là. Et je pense qu'il y a la question de l'avenir. Quel avenir voulons-nous pour les plus jeunes, pour nos enfants, dans ce monde où la Chine est en train de gagner? Finalement, le modèle chinois s'exporte très bien, un modèle de surveillance globale, un modèle de répression, modèle de libéralisme autoritaire. Est-ce qu'on veut d'un libéralisme autoritaire ou pas? Pas forcément. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent un peu d'apaisement, qui rêvent de pouvoir vivre tranquillement sans chercher à toujours gagner plus, consommer plus. Donc il y a la question écologique qui va être clé aussi dans une certaine plateforme de rassemblement qui pourrait être là. Et c'est ce qui est difficile finalement à faire émerger, puisque il faut arriver à faire que tout ça fonctionne, tout en défendant les intérêts d'un pays, mais un pays seul ne peut rien. Et donc, il faut arriver aussi à ce que le moment soit mondial, à ce que cette prise de conscience soit mondiale, et que donc on en finisse avec ce système de la crise permanente, et qu'on arrive à redonner de la stabilité, de l'espoir. Une question importante, qui est celle de la monnaie aussi. Comment on décide de refonder la monnaie, du pouvoir d'achat, bien entendu. Le panier de la ménagère, le fameux panier de la ménagère, c'est n'importe quoi en fait, pour parler du pouvoir d'achat des Français. En réalité, tous les produits essentiels, eux, augmentent. Le logement est devenu inaccessible pour la plupart des Français. Aucune réflexion au sein des pouvoirs en place sur le logement, très peu. Alors que c'est la clé pour une société apaisée, c'est de pouvoir se loger correctement sans que plus de la moitié des ressources y passent. Donc beaucoup de chantiers, mais je pense qu'il y a quelques grands axes qui peuvent rassembler les Français. Merci Monsieur Poulain pour cet entretien passionnant. Merci pour la force de vos convictions et nous espérons vivement que ces échanges auront permis à chacun de réfléchir sur l'état de notre société, d'alimenter le débat et aussi la réflexion de chacun. En effet, avoir son propre avis, se le forger, débattre et échanger, c'est le sens même de notre think tank, Scopéo, l'Observatoire politique. Et nous espérons vous retrouver prochainement pour de nouveaux entretiens. Merci à vous. Merci. Je vous remercie, Monsieur Poulain. Merci à vous. Merci beaucoup. The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you.